L'échiquier international, soyez les bienvenus. L'année 2025 est sur le point de se conclure. L'occasion pour nous de dresser un bilan de la géopolitique internationale chez nous, mais aussi ailleurs. Les dossiers marquants, les thématiques importantes qui risquent de l'être davantage pour l'année 2026. A tout de suite pour le lancement des échanges. Événement marquant de la journée en lien d'ailleurs avec le bilan 2025 et cela se passe chez nous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé dans la journée au Palais des Nations un discours où il revient sur le bilan 2025 à l'intérieur du pays mais aussi à l'extérieur, c'est-à-dire au niveau des sujets internationaux. Sur le volet international, l'Algérie s'est démarquée en cette fin d'année, il faut le dire. Et si on commençait par ce point justement avec notre invité du jour, Hicham Lehamissi, bonsoir. Oui, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, je vous entends très bien. Alors Hicham Lehamissi, vous êtes analyste en géopolitique, chargé de cours à l'université suisse UMEF de Genève et également chroniqueur pour Antithèse et la revue Bastille, c'est bien cela ? Oui, tout à fait. Alors, Suisse UMEF, pour être plus précis. D'accord. Alors, bilan 2025 concernant l'Algérie, on va commencer par ça, et ça touche aussi à l'international, avec cette fameuse loi votée le 24 décembre dernier sur la criminalisation de la colonisation en Algérie. Alors, ce qui est inédit, c'est qu'on est au-delà du symbole, étant donné que le texte en question contient des exigences très concrètes, à titre d'exemple, la restitution des cartes des essais nucléaires dans le Sahara. Il est question également de restitution des objets. Alors je le disais, on est au-delà du symbole puisqu'avec cette loi, on sort des joutes verbales pour ancrer la criminalisation de la colonisation dans le droit international, Hicham. Oui, tout à fait. On est en train d'entrer dans une nouvelle phase dans les relations sur les questions mémorielles qui opposent malheureusement toujours l'Algérie et la France, et qui nous amène en fait à une situation où, au-delà de la simple déclaration, aujourd'hui, l'État algérien est entré dans une nouvelle réalité qui est celle de vouloir réclamer à l'international, en fait, eh bien la reconnaissance non seulement des crimes coloniaux qui ont été menés par la France durant plus de 132 ans, mais également la prise en charge, d'une certaine façon, de leurs conséquences matérielles, leurs conséquences humaines qui ont été lourdes. Et on a déjà, à travers cette nouvelle loi sur la criminalisation de la colonisation ou du discours pro-colonial, eh bien, une espèce de bilan, en quelque sorte, qui a été rédigé, qui revient sur un certain nombre de massacres qui ont été commis, de destruction économique, destruction matérielle, destruction symbolique, pour une colonisation qui a été particulièrement sanguinaire. Il faut compter quand même plusieurs millions d'Algériens qui ont été exterminés par la colonisation, que ce soit par les massacres de masse du début de la colonisation dès 1830, et dont les archives militaires françaises donnent extrêmement d'indications précises, mais aussi le génocide de la Kabylie, plus spécifiquement, donc dans cette région d'Algérie en 1870, où il y a eu une volonté de disparition des tribus, notamment kabyles, après la révolte de 1870 contre la colonisation française. Et puis vous avez tout le continuum des massacres, d'élimination de différentes tribus de toutes les autres régions d'Algérie, et puis la répression particulièrement sanguinaire et sauvage, du mouvement de soulèvement de la révolution algérienne, avec 1,5 million de victimes, comme nous le savons. L'Algérie, pour revenir à cette loi, l'Algérie frappe fort, une sorte de cadeau de Noël à la France, puisque la loi est adoptée le 24 décembre, c'est-à-dire que tout historien dorénavant, quelle que soit sa nationalité, faisant la glorification de la colonisation, pourrait se retrouver dans la ligne de mire du droit international. Alger lance un message clair, les anciennes règles sont révolues, la mémoire est sacrée, le négationnisme, voire même le relativisme ne seront plus tolérés, et c'est ancré dans le marbre à la fois de la diplomatie et du droit international. Alors, j'ai envie de dire que quelque part, c'est une réponse à la mesure unilatérale qui avait été prise par l'État français concernant les accords de 1968, qu'ont voulu dénoncer Paris. Alors c'était peut-être son droit, mais en entrant dans un mouvement unilatéral, quelque part,
Paris a rompu avec le deal qui existait en réalité entre les deux pays au lendemain de l'indépendance. Ce deal, c'était d'une certaine façon, qu'il existait une forme d'immunité mémorielle, c'est-à-dire qu'en gros, les relations étaient normalisées entre l'Algérie et la France. L'Algérie oubliait d'un certain point de vue tous les crimes coloniaux qu'elle a subis, n'allait pas réclamer sur le terrain mémoriel, mais en rentrant dans une logique unilatérale, Paris, en fait, a rompu ce deal et a offert tout simplement la voie légitime à l'État algérien de vouloir réclamer son dû du point de vue du droit, et notamment la reconnaissance des crimes, mais également la réparation de ces crimes. On a parlé des essais nucléaires, on a parlé des différentes exactions qui ont été commises, mais au-delà de ça, c'est aussi une prise en compte du discours, notamment la création du discours colonial face à une réalité où, dans le débat public en France, nous sommes en train d'assister de façon assez triste, non simplement à un déni de la réalité de ce qu'a été la colonisation, mais une réécriture absolument inacceptable de l'histoire où la colonisation est présentée sous un joug positif. Et il est très intéressant de voir que sur ces dernières années, simplement des voix comme celle de Jean-Michel Apathy, le journaliste intellectuel français qui a dénoncé simplement la réalité de ce qui s'est déroulé, ces voix ont été tues d'une certaine façon, et on a contesté le récit même de la colonisation comme si ce qu'avaient vécu les Algériens, en fait, n'avait jamais existé. Alors, avec cette loi, Alger va sans doute enclencher un mouvement international, une sorte de révolution juridique qui engloberait l'ensemble des peuples colonisés. Et cela a déjà commencé, figurez-vous, Hicham, puisque l'État du Niger, notre voisin, vient d'officiellement installer un comité ad hoc chargé de la rédaction de l'histoire générale du pays, une démarche à la fois stratégique, symbolique et surtout de souveraineté. L'Algérie rappelle un message clair au monde quand on analyse bien les choses, c'est qu'une nation sans récit, une nation sans récit propre est une nation sous tutelle, et surtout c'est une nation qui s'appuie sur un récit pour une consolidation et qui doit être ancrée dans la mémoire maîtrisée. Alors, tout simplement, ce qu'il faut regarder, c'est que ce que la France, par exemple, la République française, a fait en direction notamment des populations de confession juive, en demandant pardon, tout simplement, les Algériens attendent cette même réciprocité, c'est-à-dire d'être considérés dignement, humainement, comme la République française a su le faire avec les populations hébraïques, bien qu'elle le fasse également avec les Algériens et reconnaisse tout simplement les crimes coloniaux qui ont été commis, et par-delà cela, fasse œuvre de réparation. En Suisse, par exemple, vous avez les autorités qui ont fait un travail de réparation en direction des populations juives qui auraient été spoliées durant la Seconde Guerre mondiale. Entre l'Italie et la Libye, à l'époque de Muammar Kadhafi, un travail similaire a été fait. L'Italie avait promis une sorte de réparation à hauteur d'une trentaine de milliards de dollars en direction de la Libye, sous forme d'investissements directs et indirects. Et ce travail a été fait. Un certain nombre d'États de la région des Caraïbes ont bénéficié plus ou moins de ce même type de mesures de la part de l'ancien colonisateur britannique. Et donc, en soi, l'acte qui est mené aujourd'hui par l'Algérie est totalement légitime, d'autant plus, comme je le dis et je le répète, la France a choisi la voie de l'unilatéralisme dans le règlement de ces questions mémorielles en direction de l'Algérie, alors même qu'un espèce de modus vivendi s'était mis en place avec les accords d'Évian, avec les accords de 68, que c'est Paris qui a rompu cet équilibre. Mais ce qu'il faut regarder, c'est qu'au-delà de ça, on a en fait une démarche mondiale qui rapproche un certain nombre de pays africains, notamment des pays tels que le Burkina Faso, vous avez cité le Niger, la Namibie également en direction de l'Allemagne, qui veulent en fait un retour sur la remise en cause non simplement du récit colonial, la reconnaissance des crimes et également un travail de réparation légitime en direction des populations qui ont été les grandes victimes. Autre thématique du jour, toujours avec ce bilan 2025, le retour de Trump à la Maison-Blanche. Et là, Hicham, on a un président qui est davantage radical que lors de son premier mandat,
plus offensif. On va dire les choses comme ça. C'est une révolution des relations internationales en somme. Il le dit lui-même, il le dit sans embâche, le droit international, l'ONU, la CPI, la CIJ ne servent à rien. Trump parle ouvertement de reprendre, par exemple, ou de prendre, pardon, le Groenland. Il bombarde le Venezuela sans autorisation. Il met au banc toute nation qui ne lui obéirait pas avec des droits de douane exorbitants. C'est l'héritage des relations internationales post-Deuxième Guerre mondiale qui sont écornés, voire plus avec Donald Trump, avec le retour de Donald Trump plutôt. Alors oui, nous sommes en train d'assister à quelque chose d'absolument inédit avec la présidence Trump, en ce sens où Donald Trump, le président américain, est en train de remettre en cause tout simplement le cadre collectif des relations internationales. Dans un précédent article que j'ai écrit dans le média La Revue Bastille, que vous avez cité, j'avais écrit un article qui était intitulé « Face à l'ensauvagement du monde » et qui résume un petit peu ce nouvel état d'esprit qui est celui de remettre en cause le cadre des règles internationales, des règles diplomatiques telles qu'elles ont été conçues, fabriquées durant des siècles et des siècles, et qu'aujourd'hui les États-Unis se sont engagés dans une espèce de fuite en avant où ils remettent en fait en question les règles qu'ils ont eux-mêmes édictées à leur avantage au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et c'est ça qui est assez ironique, et ce qui a un effet en réalité qui n'est pas simplement un effet délétère de création d'une instabilité mondiale qui est évidemment de plus en plus perceptible, mais en même temps une accélération du processus de multipolarisation qui est simplement accéléré par la politique de Trump, qui est en train de se présenter à l'égard notamment des nations émergentes qui ont leur poids à dire, enfin des nouvelles nations dominantes, si j'ose dire, des nouveaux empires. Je parle évidemment de la Chine, mais on peut parler également de l'Inde, de la Russie, ou de puissances encore régionales mais montantes comme la Turquie, l'Arabie Saoudite, le Brésil, qui voient les États-Unis comme un espèce d'acteur entre guillemets dangereux, peu rationnel, et dont en fait la politique est considérée comme une politique difficile à cerner et contre lequel il faudrait s'unir pour remettre en place le cadre de relations qui soient des relations établies sur des principes du droit, mais qui seraient cette fois-ci des principes du droit construits et mis en avant par les nations, notamment du Sud, ou les nations du BRICS, comme on le retrouve dans le cadre économique de façon de plus en plus marquante. Justement, on va donner un exemple de ce Trump et sa politique nouvelle, déjà envers l'Union européenne, à en croire le document diffusé le 10 décembre dernier. Je veux parler de la nouvelle stratégie de sécurité nationale américaine où Trump s'inscrit pleinement dans une nouvelle vision. C'est la première fois que la vision d'un président américain se traduit dans ce type de document, d'un document officiel qui reproduit des propos déjà réitérés par le président Trump sur ce qu'il considère comme, par exemple, le déclin de l'Europe, dirigé, selon lui, majoritairement par des gouvernements un peu décadents, faut le dire. Globalement, de quoi il est question? Eh bien, l'Europe est décadente et serait un problème pour les États-Unis. Les États-Unis devront, à l'avenir, privilégier les partis politiques ancrés à droite, et désormais l'Amérique allait plutôt se consacrer sur l'hémisphère ouest, c'est-à-dire l'Amérique du Sud, un document qui déboussole, à en croire les dirigeants européens, qui comprennent que la protection américaine est révolue malgré toutes les concessions faites durant des mois. Alors, j'ai envie de dire que quelque part, les leaders, les dirigeants, les intellectuels européens font preuve d'une naïveté absolument exceptionnelle, en ce sens où les États-Unis n'ont jamais considéré les Européens comme un partenaire d'égal à égal. Au mieux, ils ont considéré les Européens comme des vassaux, comme des éléments subsidiaires qui ont servi en fait la politique américaine, ou au pire, et on peut le voir par exemple dans la lecture de la littérature stratégique américaine des années 90, comme un rival systémique. Durant toute la deuxième partie des années 90, début des années 2000, on a une littérature
qui clairement présente l'Union européenne comme un danger pour le leadership américain. Et il a fallu un petit peu, vous savez, les attentats de 2001 et puis la construction d'un espèce de nouveau discours civilisationnel, pointant du doigt notamment le monde musulman, pour que cette vision s'estompe un petit peu et qu'on entre dans un espèce de nouveau narratif pro-occidental avec les États-Unis au devant, qui ont profité entre-temps de leur avancée technologique avec la révolution du numérique, eh bien, pour que l'Europe soit revue d'une façon qui s'inscrive plus dans une logique d'alliance, mais dans une logique d'alliance subalterne. Et aujourd'hui, ce que nous sommes en train de retrouver, eh bien, c'est simplement le retour de ce discours qui était celui de présenter l'Union européenne comme un probable rival, qu'elle n'est plus, de toute façon, puisque l'Union européenne est dans une situation de crise économique approfondie, désindustrialisation poussée, absence de l'Union européenne dans tous les secteurs qui sont porteurs, tels que l'intelligence artificielle, la fusion nucléaire ou d'autres technologies qui sont vraiment les technologies de changement, mais sur lesquelles des puissances comme la Chine se mettent en avant très fortement et sont même au-devant des États-Unis. Et aujourd'hui, les États-Unis sont tout simplement en train de préparer le terrain de la multipolarité dans laquelle les États-Unis veulent se présenter comme leader et ne plus être enchaînés en réalité parce qu'ils considèrent comme le boulet européen. Il faut regarder, c'est que les États-Unis, ce qu'ils désiraient au départ, c'était simplement casser une possible alliance entre la Russie et l'Union européenne, qui aurait fait de cet espace stratégique le premier espace stratégique mondial pour encore 50 ans. Alors, ce résultat maintenant est assuré avec la guerre en Ukraine et donc les États-Unis sont en train de passer à autre chose et ils considèrent l'Europe comme un problème et un danger pour la sécurité des États-Unis, avec la peur d'être entraînés dans un conflit nucléaire absolument apocalyptique avec les États-Unis, et c'est avec la Russie, et c'est pour cela que les États-Unis aujourd'hui veulent se détacher clairement de l'Europe. Justement, on y vient. L'Ukraine, la Russie, les États-Unis, la guerre ne peut plus être gagnée par l'OTAN contre la Russie, mais on négocie sur les territoires exigés par Moscou en dehors de la Crimée. Poutine, lui, veut la fin des sanctions économiques. Finalement, l'OTAN a voulu provoquer, tester la Fédération de Russie. On voit le résultat aujourd'hui avec, par exemple, la crise de l'énergie en Allemagne à cause de la fin des contrats gaziers russes. Ça nous rappelle aussi un certain mot de Bruno Le Maire, à l'époque ministre de l'économie, qui nous disait que la résilience russe était limitée et que l'économie russe allait s'effondrer à cause de la guerre en Ukraine. On voit que c'est pas du tout le cas, loin s'en faut. Alors, vous parlez de Bruno Le Maire, celui qui fut professeur de français, certes peut-être énarque à un moment, qui a été brillant dans la rédaction de certains discours, et notamment du discours qu'il a rédigé à Dominique de Villepin à l'époque, en 2003, lors de son fameux discours devant le Conseil de sécurité, mais qui s'est montré beaucoup moins pertinent lorsqu'il s'est agi d'analyser tout simplement les réalités géoéconomiques mondiales. Et Bruno Le Maire n'a pas compris un élément très important, c'est que vous ne pouvez pas prendre de sanctions contre un pays qui dispose à la fois à la quasi-moitié des ressources énergétiques, minières, stratégiques, alimentaires mondiales, et qui souffrait justement d'une incapacité à transformer ces ressources en industrie performante. En réalité, les sanctions ont obligé la Russie à faire un travail de développement industriel poussé qui fait qu'aujourd'hui, la Russie est devenue une puissance industrielle importante dans tout un segment de production sur lesquels elle n'apparaissait pas hier. Et c'est ça le paradoxe un petit peu de ces sanctions. Et au contraire, l'Union européenne a perdu énormément. Elle a perdu l'accès à une énergie peu cher, notamment le gaz russe, qui était vendu aux Européens à des prix défiant toute concurrence, qui a fait que le marché de l'énergie européen a été capté en partie par les États-Unis à travers le GNL, issu notamment des productions non conventionnelles, gaz de schiste, pétrole de schiste, mais aussi des intervenants, des intermédiaires économiques qui rachètent en fait le gaz et le pétrole russe et qui le vendent à l'Europe beaucoup plus cher, et qui a fait que l'Europe, sur le marché mondial, en fait, a perdu toute sa compétitivité, et qu'au contraire, nous sommes en train d'assister à une situation absolument étonnante où la Russie est en train de s'industrialiser très fortement et devient un concurrent des Européens sur un certain nombre de segments, notamment le segment des machines-outils sur les marchés asiatiques, mais en même temps où l'énergie peu chère que les Russes exportent en direction des pays asiatiques, eh bien, contribue à une sorte de politique de dumping économique des industries asiatiques aux dépens des industries européennes. Et c'est là tout le paradoxe
de ces sanctions qui se retournent comme une espèce d'effet boomerang contre l'Europe qui n'a manifestement rien compris à la marche et à l'évolution du monde. Génocide à Gaza avec pour nous la personnalité de l'année, Francesca Albanese, la rapporteuse spéciale de l'ONU pour les territoires occupés, qui nous dit, devant un génocide, l'Europe non seulement ne fait rien, mais continue globalement à aider, tolérer et créer un environnement pour ne pas bloquer le génocide. Depuis mars 2024, l'Italienne documente le génocide et pointe l'inaction de la communauté internationale. Et résultat, parce qu'elle fait son travail, elle est accusée de véhiculer de la haine, critiquer le sionisme coûte cher dans notre monde. Albanese est sanctionnée par les États-Unis, elle est interdite bancaire en Europe, objet de campagne calomnieuse sur Times Square à New York. La police allemande aurait même tenté de l'arrêter. Elle est interdite de médias au Royaume-Uni. C'est un avertissement pour tous ceux qui critiquent l'entité sioniste. Voilà le message un peu, Hicham Lamisi. Oui, on peut mettre ça en relation avec... Et c'est pas n'importe qui. Bien sûr, Francesca Albanese, c'est une personnalité officielle. Elle représente une organisation internationale. Elle est censée représenter l'ONU. C'est pas simplement, c'est pas une activiste politique ou une intellectuelle quelconque. Et on a affaire quand même à une dérive qui est très inquiétante, et qui touche principalement le monde occidental et qui vient nous rappeler simplement ce qui est en train de se dérouler à Gaza aujourd'hui, c'est-à-dire un génocide en direct que l'on regarde malheureusement sur les réseaux sociaux avec une impunité totale qui est laissée à l'armée coloniale israélienne qui est en train de détruire en direct tout un peuple malgré toute la résistance et la résilience de ce peuple qui refuse de disparaître. Et aujourd'hui, on est dans des considérations en termes de victimes absolument apocalyptiques. On est entre 150 000 à 200 000 morts réels à Gaza, sur une population de départ de 2 millions d'habitants. C'est-à-dire qu'on est en train de franchir le 10% de Palestiniens exterminés à Gaza, donc un génocide absolument effarant, et sur lequel le monde occidental officiel s'est décrédibilisé, et quelque part, Gaza représente la faute morale ultime de l'Occident, qui s'est longtemps construit sur une espèce de supériorité morale de discours, qui a réussi pendant des décennies, pour ne pas dire des siècles, à créer une espèce de forme de sympathie intellectuelle, notamment des élites du Sud, qui aujourd'hui ont compris bien que l'Occident était comme les autres, ni meilleur, ni moins bon, capable du meilleur dans les innovations qui ont été les siennes dans l'histoire, et puis capable du pire aujourd'hui en apportant son soutien à l'un des génocides les plus ignobles que l'histoire ait pu connaître. Et justement, en quelque sorte, Gaza va marquer la fin de la domination occidentale sur la planète et va marquer plus encore l'accélération du mouvement vers la multipolarité, l'émergence de nouveaux pôles de puissance qui, au-delà de leur puissance économique, au-delà de leur puissance militaire qui est déjà supérieure au monde occidental, et ce sont des éléments qui ne sont pas suffisamment et correctement analysés, va apporter un élément de civilisation très important, une autre façon de gérer peut-être les affaires du monde basée sur un élément beaucoup plus important qui est celui de l'égalité et celui de la notion de discussion et de reconnaissance de l'autre. J'ai encore deux questions, Hichem, le temps passe vite. Je veux parler maintenant du mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale contre Netanyahou. Cela ne l'empêche pas de bombarder à la fois le Liban, le Yémen, la Syrie, sauf que face aux opérations contre Téhéran, là, l'entité sioniste a dû être obligée de demander aux États-Unis de lui venir en aide. L'Iran a démontré qu'en termes d'armes balistiques, et malgré les sanctions, cette nation avait une longueur d'avance. Alors, l'Iran est particulièrement représentatif de ce qui est en train de se dérouler aujourd'hui et que les élites occidentales n'ont toujours pas compris. C'est que la domination qui était basée sur cette notion d'hyperpuissance de l'Occident, d'unipolarité de l'Occident, supériorité militaire, technologique, c'est terminé, c'est fini. On l'a vu avec ce qui s'est déroulé dans cette fameuse guerre de 12 jours entre l'Iran et Israël. Israël qui a manifestement profondément sous-estimé l'Iran, malgré une opération absolument incroyable, où
Israël a fait très mal à l'Iran, mais plus à travers le travail d'infiltration et de renseignement sur le terrain, en utilisant notamment des travailleurs afghans, des travailleurs indiens, qui ont contribué à un effet de surprise qui aurait pu être dévastateur pour l'Iran, mais au cours duquel l'Iran a répondu avec une supériorité militaire, technologique, balistique, informatique également, qui était absolument impressionnante et qui a mis KO littéralement Israël et qui a forcé en fait les États-Unis à intervenir pour empêcher le pire, c'est-à-dire soit l'effondrement d'Israël ou l'utilisation, telle que cela a été suggéré au niveau de l'état-major israélien, de l'arme nucléaire contre l'Iran. Mais en tant que tel, les Iraniens ont montré une capacité balistique, non seulement à travers la maîtrise du balistique hypersonique, mais capacité de contrôle des systèmes de défense antiaérienne israéliens à distance, qui a choqué en réalité les vrais spécialistes militaires de la question. J'ai d'ailleurs écrit tout un article sur le sujet qui a fait un peu de bruit, qui a été très critiqué, comme vous pouvez l'imaginer, par les partis plutôt favorables à Israël, mais qui remet en question tout ce discours et tout ce narratif occidental. On l'a vu également dans la confrontation entre l'Inde et le Pakistan. On a vu comment le Pakistan, en utilisant des systèmes technologiques chinois, ont fait preuve d'une supériorité militaire inattendue face aux systèmes occidentaux qui étaient utiles, systèmes d'armes occidentaux qui ont été utilisés par les Indiens, et notamment les systèmes d'armes français liés au Rafale. Les Indiens ne s'y attendaient pas. Merci Hicham Lamisi, nous arrivons malheureusement à la fin de notre échange, notre rendez-vous. On aurait pu parler aussi du bras de fer entre les États-Unis et la Chine, ça sera pour une autre occasion j'espère. Merci d'avoir été des nôtres Hicham Lamisi, je rappelle que vous êtes analyste et géopolitologue et aussi chroniqueur à Genève. Merci d'avoir été avec nous et je vous dis à bientôt. À très bientôt. Merci. L'échiquier international arrive à sa fin. Merci de nous avoir prêté attention. Je vous laisse avec la suite des programmes sur Al24 News et vous souhaite une bonne soirée.